Alors que le monde est en guerre, et que la France est occupée par les Allemands, deux hommes que tout oppose se font face. Le maréchal Pétain et Léon Blum. Entre le symbole des congés payés et l'homme de Vichy, l'affrontement sera idéologique. Pétain accuse le Front populaire de la défaite. Les mesures sociales auraient perverti les Français, les rendant inaptes au combat. Durant 5 ans, Blum devra faire face à cette vindicte. Arrestations sommaires, censure et propagande, clandestinité, déportation. De coup de théâtre en coup de théâtre, ce duel prendra fin dans une arène judiciaire, au cœur de Paris, où l'accusé deviendra l'accusateur. Le 3 mai 1936, après une campagne portée par le slogan « Pain, paix, liberté », le Front populaire remporte les élections. Léon Blum, le leader du Parti socialiste, est appelé à la présidence du Conseil. Si pour Léon Blum, cette victoire est une consécration politique, pour d'autres, elle est amère. Plébiscité dans un sondage, le maréchal Pétain, héros de la Grande Guerre, avait espéré accéder aux plus hautes fonctions. Le Front populaire vient de mettre un coup d'arrêt à ses ambitions. Et au-delà de la politique, tout oppose les deux hommes. D'un côté, le maréchal Philippe Pétain, un militaire aux idées conservatrices que le peuple français acclame comme le vainqueur de Verdun. Pétain a d'abord été un homme frustré. Frustré de ne pas être général à 60 ans. Il l'est devenu parce que la guerre a éclaté, au rabais, si j'ose dire. Il fallait plus de généraux. Et puis Verdun, on ne lui a pas reconnu. Le généralissime Joffre lui a dit « La victoire, c'est pas vous, c'est Nivelle. Vous avez défendu Verdun, mais c'est Nivelle qui a gagné la bataille. » Alors que pour les Français qui s'étaient battus, pour les soldats, pour tout le monde, c'était lui, l'homme qui avait vraiment été le héros de Verdun. De l'autre, un intellectuel, Léon Blum, qui fut magistrat et critique littéraire avant de devenir le leader charismatique de la gauche. C'était un extraordinaire orateur et je crois que ça tenait à la qualité de son expression, à l'étendue de sa culture et à la clarté de sa pensée. Cette dualité entre les deux hommes prendra bientôt une toute autre ampleur lorsque Blum va constituer son gouvernement. Quelques heures plus tard, M. Léon Blum vient présenter au chef de l'État les membres de son cabinet, parmi lesquels on compte, pour la première fois en France, 3 femmes ministres. Malheureusement, les photographes ne sont pas en grève. Des femmes au gouvernement, la création d'un ministère des Sports et des Loisirs, autant d'innovations que l'opposition s'empresse de condamner.
Le programme qu'il propose, qui est un programme d'augmentation des salaires, un programme qui entend donner des loisirs aux ouvriers, un terme qui était étranger au vocabulaire politique de l'époque, va provoquer un véritable changement, un tournant extrêmement profond dans l'attitude des gouvernements vis-à-vis de la population. L'esprit du Front populaire bouleverse le pays. Les accords Matignon sont signés. La semaine de travail est réduite, passant de 48 à 40 heures, et les congés payés sont enfin votés. Pour la première fois, les ouvriers et leurs enfants partent en vacances. Ces réformes font naître de grandes espérances dans les classes populaires. Et pour certains, elles conduisent le pays à la décadence et au désordre. Le maréchal Pétain déclare « Le pays est sans gouvernail, il lui faut un pouvoir fort ». Pétain répète, et répète encore, et répète toujours, et répète tout le temps qu'il ne fait pas de politique. En fait, il n'est ni de droite ni de gauche, c'est un militaire. C'est-à-dire que sa conception du pouvoir, c'est la hiérarchie. Le chef, le sous-chef, les sous-sous-chefs, la pyramide, on obéit. Pétain n'est pas le seul à condamner le Front populaire. De la droite réactionnaire à l'extrême droite virulente, une opposition féroce se radicalise. La haine contre Léon Blum atteindra des sommets. Je me souviens, petit garçon, là, quand j'allais au lycée, je voyais écrit à la craie sur les murs, pendant le mois de mai, juin 1936, mort à Blum, mort aux Juifs. L'attaque, la haine que suscitaient les leaders de gauche, et notamment Léon Blum, juif, et par conséquent doublement haïssable au sein de la droite et de l'extrême droite française, est aujourd'hui impensable. Mais personne n'a été diffamé, attaqué, comme l'a été Léon Blum à cette époque. Personne. Malgré cette hostilité croissante, Léon Blum met en place ses réformes. En retrait, le maréchal Pétain attend son heure pour prendre sa revanche. Le 1er septembre 1939, Hitler envahit la Pologne. La France est contrainte de déclarer la guerre à l'Allemagne. Léon Blum, qui depuis 3 ans a quitté les allées du pouvoir, mais demeure le leader du Parti socialiste, suit de près, tout comme Pétain, le déroulement de cette drôle de guerre. Mai 1940, la Wehrmacht perce la forêt des Ardennes. En quelques semaines, l'armée française est mise en déroute. Seul l'exode de milliers de civils encombrant les routes retarde encore la progression des troupes d'Hitler. En quelques 6 semaines, la France est abattue. La France qui était considérée comme la première armée du monde, la France qui était défendue par la ligne Maginot, la France qui avait, espérons-le, de bons généraux, eh bien cette France, elle est battue en 6 semaines. Donc, le sentiment qui domine, c'est l'incompréhension, la stupeur, la douleur, l'humiliation. Le traumatisme est véritablement terrible. Pour faire face, Paul Reynaud, le nouveau président du Conseil, fait appel au maréchal Pétain. Il espère que la présence du héros militaire pourra redonner confiance à l'armée et remonter le moral des Français. Pétain fait alors un retour triomphal sur l'échiquier politique. L'espace d'un court instant, Léon Blum lui aussi pense que le vainqueur de Verdun peut être un recours. L'armistice met fin à ses illusions. C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat.
Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. Le 22 juin, à Retonde, en forêt de Compiègne, on signe l'armistice. Pour Blum, Pétain vient de livrer le pays à l'occupant. Plus de la moitié du territoire sera occupé par les troupes de la Wehrmacht, à charge pour le gouvernement français de les entretenir. Dans la capitale, l'armée allemande prend ses quartiers. Pour la première fois, Hitler visite Paris en touriste et en vainqueur. On a réquisitionné les grands hôtels, orné les carrefours de lettres gothiques et réglé les horloges sur Berlin. Le Führer découvre la ville de garnison et de détente de son armée. De la Chambre des députés à la Tour Eiffel, la croix gammée s'érige souveraine. Il y avait un immense drapeau avec la croix gammée au milieu, mais du haut en bas de la Tour Eiffel, qu'on voyait doucement s'agiter, parce que c'était le mois de juin, qu'il faisait beau, et vous entendiez, retransmis par les haut-parleurs, les marches guerrières et les communiqués de victoire de Berlin, de le haut état-major de la Wehrmacht. Hitler peut être doublement satisfait. Et bientôt, il scellera avec Pétain la collaboration par une poignée de main historique. Léon Blum, qui avait dû fuir Paris à l'entrée des troupes allemandes, est consterné par les choix du maréchal. Blum, partisan de la poursuite de la lutte, ne peut accepter cette allégeance. Dès lors, il n'aura de cesse de s'opposer à Pétain. Le maréchal continue son ascension politique. Il va enfin pouvoir imposer son projet pour la France, la Révolution nationale. Une idéologie réactionnaire qui entend rétablir l'ordre et les valeurs traditionnelles. Donc il y a bien une volonté politique du maréchal Pétain, et cette volonté politique du maréchal Pétain, c'est d'édifier sur les décombres encore fumants du pays un nouveau régime. Pétain et son gouvernement s'installent en zone dite libre, à Vichy, célèbre ville thermale à quelques kilomètres de la ligne de démarcation. On choisit Vichy d'abord parce que c'est une ville où vous avez des hôtels. Donc vous avez une grande capacité hôtelière, une capacité d'accueil. Il va falloir accueillir les ministères, il va falloir accueillir beaucoup de gens. L'autre élément, c'est que Vichy est doté d'un standard téléphonique extrêmement moderne, ce qui facilite, bien entendu, les communications. Pour mener à bien son projet, Pétain doit obtenir les pleins pouvoirs des parlementaires. Il mandate alors un homme, Pierre Laval. Vieux routier du parlementarisme, Laval sera chargé par le maréchal de convaincre les politiques. Donc c'est Laval, l'homme de la situation, et c'est avec lui que Pétain discute du futur gouvernement, etc., etc. Et là, Pétain fait comprendre à Laval que lui, il ne veut pas discuter avec les parlementaires. C'est la race qui le hait. Il ne veut pas voir ces gens-là. Pierre Laval, donc, va aider le maréchal Pétain à concevoir le scénario. Et ce scénario, c'est tout simplement que les parlementaires se fassent harakiri, c'est-à-dire qu'ils renoncent au fond à leur pouvoir, qu'ils renoncent à leurs prérogatives pour les confier au maréchal Pétain.
Le vote aura lieu dans le théâtre du Grand Casino de Vichy. Le 10 juillet, 672 parlementaires sont rassemblés. Parmi eux, Léon Blum. Dans les journaux parisiens et vichistes, on racontait qu'il avait fui le pays. Par sa présence, il fait taire la calomnie. Surtout, Blum compte s'opposer au projet de Pétain et de Laval et défendre la République. Arrivé à Vichy, Léon Blum va rencontrer Pierre Laval au milieu d'autres personnalités et se trouver devant un Laval extrêmement cassant qui lui fait savoir qu'il entend briser par la force tous ceux qui s'opposeront au texte qu'il entend faire adopter par l'Assemblée nationale et qui donnera l'ensemble des pouvoirs au gouvernement du maréchal Pétain. Entre les manœuvres de Laval, la crainte de l'occupant et les bandes fascistes menaçantes, la peur règne dans les couloirs du casino. Une rumeur court. Ceux qui ne voteront pas pour ne coucheront pas dans leur lit ce soir. Et de fait, il y a eu des incidents assez insolites qu'on n'avait pas vus depuis des années en France. Les troupes de Doriot, par exemple, sont venues manifester contre les gens du Front populaire en les accusant d'être responsables de la défaite. Il y a eu des bagarres, etc. On a un Léon Blum extrêmement inquiet. Et le 10 juillet, il va se trouver devant ce qu'il a appelé une atmosphère de dissolution, de gens qui sont les uns apeurés par les menaces de Laval, les autres séduits par les promesses de Laval, mais en tout cas, ou par peur ou par intérêt, sont prêts à voter à peu près n'importe quoi de ce que Laval va leur proposer. Sur la scène, Laval prend la parole face à des parlementaires acquis. Devant une telle soumission, Blum comprend que l'heure n'est plus à la contradiction et reste silencieux. Sans surprise, les pleins pouvoirs sont accordés au maréchal Pétain. Léon Blum a voté contre. Ils n'auront été finalement que 80 à défendre la République. Inquiet, il ressort du Grand Casino avec Marx Dormoy, son ami et ancien ministre de l'Intérieur. Il quittera la salle de l'Assemblée nationale dans des conditions très difficiles, puisqu'il est accompagné par le chef de la police qui craint qu'on ne lui fasse un mauvais parti, et le temps qu'il regagne sa voiture avec Marx Dormoy, il sera injurié par les consommateurs d'un café voisin qui le voient passer. Le régime de Vichy est né. Pétain a maintenant tous les moyens pour imposer sa révolution nationale. Dans les rues de sa capitale, il savoure sa victoire. Deux jours après le vote, le maréchal forme son nouveau gouvernement. Les militaires, les hommes de la droite réactionnaire et de l'extrême droite sont au poste de commande. Il fait totalement ce qu'il veut. Rien ne l'arrête. C'est donc un pouvoir comme aucun chef d'État n'en a jamais eu depuis presque toujours. Donc le programme de Vichy est au premier chef réactionnaire. Il s'agit de revenir en arrière dans une France où les communautés naturelles que sont la corporation, travail, la famille, la patrie seraient remis à l'honneur. Pétain impose rapidement les symboles de cette nouvelle idéologie. La devise républicaine « Liberté, égalité, fraternité » disparaît et les rues sont débaptisées. Le projet vichiste ne s'arrête pourtant pas à des symboles.
Pétain lance une chasse à l'anti-France. Il mènera une politique d'exclusion à l'égard des Juifs, des francs-maçons, des communistes et des socialistes. Il est évident que le régime de Vichy a voulu prendre sa revanche sur le Front populaire. Il y a eu dans cette revanche à la fois une revanche idéologique, mais il y a eu, ne l'oublions pas aussi, une revanche politique, humaine. On peut véritablement parler d'une vindicte. Le duel a pris une tournure dramatique. Le temps des règlements de compte est venu. Pétain cherche encore le moyen de se venger publiquement du Front populaire et de son ancien leader. On lui souffle alors l'idée d'un grand procès politique. Ce procès reprendrait une idée simple, qu'il distille depuis longtemps aux oreilles des Français. Le Front populaire serait responsable de la défaite de la France face à l'Allemagne. L'esprit de jouissance l'a emporté sur l'esprit de sacrifice. On a revendiqué plus qu'on a servi. On a voulu épargner l'effort. On rencontre aujourd'hui le malheur. Lorsque Philippe Pétain délivre son discours, où il incrimine l'esprit de jouissance, bien entendu, il a le Front populaire en tête. Ce qu'ils mettent en cause, ce sont les grèves, ce sont les congés payés, ce sont les mesures d'augmentation des salaires, et par conséquent, le fait que les Français auraient été en quelque sorte uniquement mus par la paresse et l'égoïsme, et auraient abandonné la patrie où le devoir, l'effort, le sacrifice sont des vertus cardinales. Sur les ondes de Radio Paris et dans la presse vichiste, la propagande bat son plein. Les mesures sociales auraient perverti les Français, les rendant inaptes au combat. Les 40 heures, plus particulièrement, auraient freiné le rythme de production des usines d'armement et conduit fatalement à la défaite. Fort de son pouvoir absolu, Pétain ordonne alors l'arrestation de ses adversaires politiques. De grandes personnalités de la Troisième République sont incarcérées. Georges Mandel, Paul Reynaud, Édouard Daladier. À cette liste ne manque plus que Léon Blum. Installé dans la campagne toulousaine, Blum ne prend pas la mesure du danger qui le guette. Logé chez des amis, il prépare sa retraite. Ce manque de lucidité le perdra. Le 15 septembre, sur ordre de Vichy, on vient l'arrêter. Léon Blum est seul avec sa servante Émilienne dans cette maison isolée dans la campagne de Toulouse. Et à 6 heures du matin, elle vient frapper à la porte et lui dit « Monsieur, la maison est entourée de policiers et il y a un commissaire de police qui vous demande à l'entrée. » Léon Blum a compris, on vient l'arrêter. Et c'est avec un très grand étonnement, mais évidemment une dignité toute intacte, qu'il va descendre et comprendre qu'il en est fini de sa liberté. Léon Blum est désormais le prisonnier de Pétain. Mais du fond de sa prison, il continue de résister et reste le leader du Parti socialiste. Grâce à ses avocats, il correspond clandestinement avec le général de Gaulle et le président Roosevelt. Chaque jour, les nouvelles qui lui parviennent de l'extérieur lui font craindre le pire pour ses proches. Le 25 juillet, une bombe explose dans un hôtel de Montélimar. Marx d'Ormois, ancien ministre du Front populaire, vient d'être la cible d'un attentat. Une charge explosive a été placée sous son lit. On soupçonne une organisation terroriste d'extrême droite d'être à l'origine du meurtre. Blum est dévasté par la mort de son ami. Jeanne, sa compagne, s'inquiète pour lui. Elle imagine alors un plan d'évasion pour extraire Blum des griffes de Vichy.
Jeanne, la première, sa compagne, rêve pour lui parce que, en fait, elle est assez audacieuse, assez insensée presque, je dirais, et donc elle fomente une sorte de projet d'évasion. Très vite, Jeanne se procure des faux papiers pour Léon Blum. Ne reste plus qu'à trouver une cache. Le 15 août 1941, une occasion se présente à elle. Ma grand-mère me racontait la façon dont elle avait essayé de faire fuir Léon Blum de prison. À un moment donné, elle va pour acheter du pain. Il y a une dame qui hurle, qui vocifère en disant « Oui, quand je pense qu'on a ce prisonnier épouvantable qui nous a mis sur la paille et qui nous a ruiné la France, on a perdu la guerre à cause de lui. » Soudain, il y a une dame qui a réagi et qui a dit « Madame, c'est honteux ce que vous dites. » Et c'est grâce à lui qu'on a les congés payés. Et cet homme était formidable, et il a fait des choses formidables pour nous. Et du coup, Jeannot a décidé de la suivre. Elle l'a suivie. Elle lui dit, voilà, j'ai l'intention d'essayer de faire fuir Léon Blum. Est-ce que vous m'aideriez à le faire? Est-ce que je pourrais, en tout cas, utiliser votre maison pour le cacher? Est-ce qu'il pourrait venir directement chez vous? Et la dame a dit, sans réfléchir, absolument oui. Mais Léon Blum refuse de s'enfuir. L'ouverture du procès approche et il entend bien se défendre. Dans sa cellule, il étudie les charges retenues contre lui et redevient l'avocat qu'il a été. De jour en jour, sa défense s'étoffe. Blum considérait, à juste titre, que ce procès était une épreuve qu'on avait fabriquée pour eux, que ça n'avait rien à voir avec la justice, et par conséquent, il avait une trop grande culture judiciaire et historique pour ne pas mesurer qu'en réalité, en effet, il fallait concevoir et préparer le procès pour l'histoire. Depuis son bureau au 3e étage de l'hôtel du Parc, le maréchal Pétain prend connaissance de la défense de Léon Blum. Il comprend que son adversaire ne va pas s'avouer vaincu si facilement. Pétain réagit et décide de se garantir une issue victorieuse. Le 16 octobre 1941, il s'adresse aux Français. Le Conseil de justice a estimé à l'unanimité que la détention dans une enceinte fortifiée, la peine la plus forte prévue par l'acte constitutionnel numéro 7, devait être appliquée à messieurs Édouard Daladier et Léon Blum, ainsi qu'au général Gamelin. J'ordonne, en conséquence, la détention de ces 3 personnes au fort du Portalet. La parodie de justice est à son comble. Le maréchal vient de condamner les accusés avant même que le procès n'ait eu lieu. Une fois transféré dans ce fort militaire, Léon Blum perd tout espoir de retrouver sa liberté. Au fort du Portalet, Léon Blum se sent emmuré vivant. C'est un fort froid, glacial, un fort militaire, hein, au cœur des Pyrénées, au bout d'un défilé. Il comprend qu'on a changé à son égard d'opinion. Pétain ne s'arrête pas là pour abattre l'homme du Front populaire. Cette fois, c'est le juif qui est visé. La propagande de Vichy profite de cette exposition organisée par l'occupant pour justifier ses mesures antisémites. Je me rappelle si bien, on vous expliquait, on vous répétait à la radio, Radio Paris, que les Juifs étaient les rats de l'humanité. Moi, j'avais été, contre l'interdiction absolue de ma mère, avec mon frère, au palais Berlitz, voir l'exposition « La France et les Juifs ». Cette vision des Juifs comme des rats, c'était fou, c'était délirant. Et Vichy, c'était le sous-produit de cette haine délirante à l'encontre des Juifs. Dans cette exposition,
Sur le panneau politique, Léon Blum apparaît comme le chef du complot juif. Il le sait, il ne peut pas l'ignorer, c'est un événement très couru, couvert par l'actualité. Il sait que le fait d'être juif aggrave son cas. Blum est seul. La menace de la déportation plane sur lui. Pétain pense encore avoir toutes les cartes en main. C'est dans ce contexte que le procès politique va s'ouvrir. « 1942. Les États-Unis et l'URSS sont entrés dans le conflit. La guerre est devenue mondiale. En France, à Riom, petite ville d'Auvergne en zone libre, se prépare le grand procès du Front populaire. Pour l'occasion, le tribunal est totalement réaménagé. On pose des grilles aux fenêtres. Dans la salle d'audience, on construit des tribunes qui seront réservées aux hommes de Vichy. Depuis l'Allemagne, Hitler tolère ce règlement de compte franco-français à condition qu'il serve ses intérêts. Le 19 février 1942, le procès de Riom s'ouvre enfin. Sous étroite surveillance, les journalistes se pressent pour assister au procès du siècle. Les agents de police quadrillent la région et contrôlent l'identité de toute personne se rendant à Riom. La ville est en état de siège. Georges Favard avait 16 ans lors du procès. Et chaque faubourg avait son barrage policier. Pour franchir ce barrage, il fallait avoir les papiers à la main continuellement. Et les gens qui étaient plus ou moins douteux étaient mis à l'écart, interrogés, etc. C'était très sérieux. Même les gamins de mon âge, à l'époque, nous étions tenus d'avoir nos papiers d'identité. À l'extérieur du tribunal, la foule est venue nombreuse, pensant apercevoir les accusés. Elle sera déçue car Blum et Daladier ont emprunté un long souterrain reliant la maison d'arrêt à la salle d'audience. À 13h30, le procureur Cassagno pénètre dans l'enceinte du tribunal. L'audience est ouverte. Le réquisitoire est lu par le greffier devant plus d'une centaine de journalistes. Accusés d'avoir trahi les devoirs de leur charge, Blum, Daladier et les autres inculpés se tiennent face à leur juge. Pourtant, le procès ne va pas se dérouler comme prévu. Dès sa première déclaration, Léon Blum met le tribunal en défaut. Vous avez d'abord condamné, ensuite vous jugez. C'est digne des procès staliniens. Et cette contradiction formidable, Léon Blum, fin juriste et homme de justice, n'a pas manqué de la relever dès le départ. Mais quelle indépendance jouissez-vous, vous magistrats qui nous jugez dans cette Cour suprême de justice? La plus haute autorité de l'État, le maréchal Pétain, a prononcé contre nous une condamnation. Et à quoi jouons-nous ici? Prononcer la condamnation avant le procès, puis on commence le procès ensuite. C'est du Kafka. Le deuxième point sur lequel va insister Léon Blum, c'est que les chefs d'accusation n'ont aucune signification en matière juridique, puisqu'on lui reproche une politique qui a été annoncée dans un programme électoral, qui a été approuvée par le peuple français lors des élections d'avril-mai 1936. Et par conséquent, il dit au juge, ce que vous faites, c'est le procès d'un régime politique, celui de la République. Léon Blum poursuit. Il entame la défense de son œuvre sociale, devant une presse et des juges impressionnés par la maîtrise de son argumentation. Le repos n'est pas la paresse, mais un droit naturel. Ces mesures étaient nécessaires aux travailleurs.
non seulement Léon Blum va défendre avec un grand calme, une grande éloquence, et aussi, il faut y insister, une grande compétence juridique, l'œuvre du Front populaire, mais va également attaquer. Lorsque s'ouvre la 10e audience, l'accusé se mue alors en accusateur. Léon Blum, suivi par Édouard Daladier, démontre que le Front populaire ne peut pas être responsable de la défaite. C'est bien son gouvernement qui, prenant la mesure du danger hitlérien, augmente de manière considérable le budget de la défense nationale. À l'inverse, il rappelle à la Cour que c'est le maréchal Pétain, ministre de la guerre en 1934, qui a réduit les crédits militaires de 20%, au moment même où Hitler affichait déjà ses ambitions guerrières. Pour Léon Blum, il est évident que la défaite étant une défaite militaire, ce sont les militaires qui en portent la responsabilité, et bien entendu, parmi les militaires, Philippe Pétain, qui a joué un rôle tout à fait essentiel depuis la fin de la Première Guerre mondiale dans la direction, dans l'organisation, dans la stratégie de l'armée française. Et au fond, le procès de Riom va se retourner contre Vichy et procéder, in fine, à la réhabilitation du Front populaire, dans une large mesure, ce qui n'était certes pas l'objectif visé par le maréchal. Pétain enrage. Les hommes de Vichy, quant à eux, s'insurgent que Blum et Daladier puissent mettre en cause leur chef. Le maréchal se confie à son garde des Sceaux, Barthélemy. « C'est vous qui aviez raison. Nous n'aurions jamais dû commencer ce procès. » Et Barthélemy de lui répondre « Il était plus facile de ne pas l'ouvrir. Aujourd'hui, il est impossible de l'arrêter. » Mais c'est techniquement un procès extrêmement mal monté. Si vous vous livrez à des crimes judiciaires, soyez des assassins habiles. Là, c'était vraiment des incapables. Le procès d'Orion, c'est l'exemple même de l'impéritie de ceux qui l'ont conçu et mené. Il était évident que vous aviez des accusés qui étaient des hommes politiques de premier plan, des orateurs de plus haut niveau, habitués à affronter la tempête dans les enceintes parlementaires, et que, dans le cadre d'une enceinte de justice, on n'allait pas retenir ni bâillonner. Pétain, ne pouvant museler les accusés, tente de réduire au silence la presse, en durcissant les consignes de censure. Paul Marion est alors ministre de la Propagande. Jour après jour, audience après audience, on coupe les interventions menaçantes. La censure interdisait, par exemple, qu'on reproduise de quelque façon que ce soit le propos faisant état du fait que le maréchal Pétain lui-même, ministre de la guerre en 1934, avait voulu qu'on arrête la ligne Maginot avant les Ardennes. Et c'était précisément par là qu'étaient passées les divisions allemandes de Guderian. Parce que ça mettait directement en cause les choix stratégiques du maréchal Pétain, qui serait apparu pour ce qu'il était, c'était une ganache. Pour contourner cette censure, Jeanne et les avocats de Blum s'organisent. Ensemble, ils mettent en place un système clandestin de diffusion des audiences. Tous les soirs, les avocats livrent dans la plus grande discrétion la sténographie des débats. À Riom, dans la chambre 21 de l'Hôtel des Voyageurs, Jeanne passera des heures à les dactylographier avec les moyens du bord. Un ruban violet, du papier rugueux, du matériel quasi introuvable en temps de guerre. Les extraits censurés sont ensuite dupliqués pendant des nuits entières par des étudiants résistants, puis diffusés sous forme de tracts dans toute la presse libre. Les gens, on peut dire, se jetaient sur les tracts et les discutaient, car ça permettait justement de contrebalancer tout ce que l'on apprenait par la presse gouvernementale. À l'époque, je me souviens très bien que j'écoutais Radio Lausanne depuis Grenoble. C'était parfaitement accessible. Londres, on avait du mal à l'écouter parce qu'on était surveillés très souvent et il y avait risque, n'est-ce pas ? Et par conséquent, c'est par la Suisse qu'on savait un petit peu la réalité du déroulement du procès d'Orion. L'information fait le tour du monde. Léon Blum a renversé la situation. Ce procès
baptisé procès boomerang par la presse clandestine, a fissuré l'image du maréchal. De l'autre côté du Rhin, Hitler ne peut plus tolérer un tel procès. Le 15 mars 1942, à Berlin, lors de la journée de commémoration des héros, Hitler tient un discours long et solennel. Un discours dans lequel il exprime son mécontentement sur la tournure que prennent les événements au procès de Riom. Comment un juif ose-t-il publiquement s'en prendre à un maréchal? Hitler envoie alors en France son conseiller juridique pour dicter sa volonté au maréchal Pétain. Ce n'est donc pas une surprise que le docteur Friedrich Grimm se rende à Vichy. Il s'entretient longuement avec le maréchal Pétain lors d'une conversation privée et il obtient la fin du procès. Le chef de l'État français, contraint d'interrompre les audiences, suspend le procès sine die le 11 avril 1942. Quelques mois plus tard, l'Allemagne nazie occupe la France entière. Vichy n'est plus qu'un gouvernement fantoche. L'emprise des Allemands sur le gouvernement de Vichy était devenue totale. Il n'y avait plus aucune forme d'indépendance du gouvernement de Vichy et la population était sans illusion à cet égard. Le procès clos, Blum reste prisonnier en France. Bientôt, les Allemands ordonnent sa déportation. Le jour du départ, parce qu'il est juif, Léon Blum ne peut dire au revoir à sa famille, contrairement à ses co-détenus. Il a tout juste le temps d'écrire un mot à Jeanne. Il lui est interdit de recevoir ses proches, ses amis, sa famille. C'est dire à quel point Vichy le poursuit, le persécute aussi en tant que juif. C'est une manière de lui montrer qu'il n'a le droit à rien. Et il sait maintenant qu'il va partir et c'est un départ sans retour, pense-t-il. Je vais quitter tout à l'heure ce logis qui a été le nôtre. Ma pensée est et sera avec vous. Je vous promets de revenir intact. Je vous embrasse, Léon. Le mercredi 31 mars 1943, Blum est déporté en Allemagne. 4 jours plus tard, il arrive à Buchenwald et est conduit au chalet du Fauconnier, à quelques centaines de mètres du camp de concentration. Pétain désavoué, Léon Blum déporté, l'occupant semble avoir mis fin à ce duel. Le 25 août 1944, la capitale est libérée. La rue est en fête, la population exaltée. Les jeunes filles grimpent sur les jeeps. De mémoire de Parisiens, on n'a jamais vu une telle allégresse. Après 4 années d'occupation, partout la joie éclate. Un gouvernement provisoire se constitue avec à sa tête le général de Gaulle. Et lorsque le chef du nouveau gouvernement défile sur les Champs-Élysées, l'accueil est triomphal. La foule est en liesse. Si la libération signe la fin de l'occupation, elle met aussi fin au régime de Vichy. La justice instaure rapidement des tribunaux spéciaux pour châtier les collaborateurs d'hier. La haute cour se voit confier la lourde tâche de juger le maréchal Pétain. Exilé en Allemagne avec d'autres représentants du régime de Vichy, Pétain décide de se livrer aux autorités françaises. Une fois la frontière passée, l'ancien chef de l'État est incarcéré à Montrouge
dans l'attente de son procès. Un autre homme revient lui aussi d'Allemagne. Léon Blum a survécu. Le 14 mai 1945, après 2 années à Buchenwald, Léon Blum et Jeanne posent le pied sur le tarmac d'Orly. Quand ils vont descendre de l'avion, c'est une clameur qui va les accueillir. Léon Blum est évidemment amaigri, vraiment marqué, épuisé, mais galvanisé par cet accueil et cette ferveur populaire qui l'attend au pied de la passerelle en descendant de l'avion. Contre toute attente, le duel va reprendre. Le 23 juillet au matin, sur l'île de la Cité s'ouvre le procès Pétain. Le palais de justice est cerné par la police. Le maréchal, âgé de 89 ans, arrive dans un fourgon blindé. À 13h, il apparaît dans une salle bondée et sous le crépitement des flashs. À 13h10, la cour fait son entrée. Le procureur rappelle l'acte d'accusation. Philippe Pétain est jugé pour haute trahison et intelligence avec l'ennemi. Pour sa défense, Pétain se limitera à une courte lettre. Ne reconnaissant pas la validité de cette cour, il décide de rester muet jusqu'à la fin de son procès. En ces journées étouffantes de juillet 1945, les témoins à charge se succèdent. Léon Blum, à peine revenu de déportation, se présente à son tour à la barre. Pour la première fois, les deux hommes se retrouvent face à face. Finalement, Blum et Daladier ont retrouvé Pétain. Cette fois-ci, c'était lui qui était jugé, et eux qui étaient les témoins, et témoins qui, par la gravité des faits, devenaient évidemment des accusateurs. Donc c'était un renversement complet de situation. Blum refuse toute indulgence au maréchal, qui joue sur sa vieillesse, son passé glorieux et ses pertes de mémoire. Il lui est impossible de pardonner la trahison de l'armistice. Blum accuse Philippe Pétain d'avoir trompé les Français qui croyaient en lui. Sa déclaration marque les jurés et les esprits. Le 15 août, après 7 heures de délibéré, la sentence tombe. Philippe Pétain est déclaré coupable. Condamné à mort, sa peine sera toutefois commuée en réclusion à perpétuité par le général de Gaulle. Ironie du sort, Pétain est conduit à son tour au fort du Portalet, prison dans laquelle 3 ans auparavant, il avait enfermé Léon Blum. Se confiant à un gardien, Pétain avoue que s'il avait eu connaissance des conditions de détention, il n'aurait jamais enfermé aucun homme dans ses geôles. Transféré sur l'île Dieu, où il est en résidence surveillée, il y mourra 6 ans plus tard. Léon Blum, affaibli par la déportation, est cependant nommé ambassadeur aux États-Unis, avant d'être pour quelques semaines de nouveau à la tête de l'État. Le 30 mars 1950, il s'éteint. Place de la Concorde, il reçoit les hommages du monde ouvrier, des politiques de droite comme de gauche, au cours d'obsèques nationales. Blum, en sortant du procès Pétain,
évoquait ces tragédies grecques où le destin emporte celui qui se croit vainqueur.